Lucille La Séguinière, département 37. Bonjour, je vais vous lire le chapitre 48 intitulé « Vive le purgatoire ». Frédéric Aigueblade avait passé la soixantaine. Les années autant que les soucis lui pesaient. Dans sa bibliothèque salon, Frédéric paraissait inquiet. S'il exprimait plus que jamais la richesse et l'autorité, son visage s'était encore épaissi. La cicatrice de sa tempe restait boursouflée en dépit des années. Il avait attrapé un tic et l'effleurait dès qu'il s'apprêtait à prendre la parole. Ses cheveux blonds viraient au gris et s'étaient raréfiés. Dans la journée, il portait une perruque, mais ne s'en embarrassait pas chez lui, encore moins en présence d'Isco. En ce printemps 1643, Isco venait de rejoindre Stockholm, accompagné de Marcus Sand. Durant l'année qu'ils avaient passée à Gothenburg, Isco avait mis à profit la compagnie permanente de Marcus pour le rendre utile à son art. D'abord réticent, le jeune homme avait fini par développer un certain talent à agrémenter les cartes d'enluminure et d'animaux, tandis que Isco pouvait se concentrer sur l'essence même des cartes. Afin de financer leur séjour, Isco avait usé de ruses. Le gouverneur de Gothenburg s'enchanta de l'ingéniosité du cartographe basque quand celui-ci lui exposa son idée avec une esquisse. Elle présentait à grands traits la ville de Gothenburg dans les proportions raisonnablement exagérées, à l'exception notable de ses défenses qu'Isco avait très nettement grossies. Une fois que la carte sera terminée, suggéra-t-il au gouverneur, il suffira de s'arranger pour qu'elle tombe entre les mains des Danois. Ils y réfléchiront à deux fois avant de s'aventurer à attaquer Gothenburg. Le gouverneur, que la défense de la cité empêchait de trouver le sommeil, accueillit l'idée avec enthousiasme. Isco repartit avec une bourse bien remplie. Il réalisa sans trop de peine et sans perte excessive de temps la carte définitive, tant il avait arpenté pendant des semaines les contours de la cité à tenter de se trouver lui-même. Sous sa plume, les murs d'enceinte de la ville prirent une allure terrible. Des canons aux bouches béantes menaçaient toutes les directions. La partie occidentale de la ville, donnant sur le fleuve, presque totalement exposée aux attaques par bateau, s'était convertie en une solide barrière, parsemée de fortins et de postes d'artillerie enterrés, renforcés d'innombrables piquets, et les patrouilles armées de mousquets et de lances pullulaient. Marcus y excellait à tous les coins de la carte. Gothenburg s'était transformé en forteresse imprenable. Le gouverneur fut si impressionné qu'il donna la mise. Isco put s'atteler à la recomposition des cartes de Spitzberg et envisager son retour à Stockholm. Dans la bibliothèque de Frédéric, Isco essayait d'identifier les nouveaux livres qui occupaient les étagères d'Acajou. Elle s'était alourdie d'auteurs à la mode, comme ceux des cartes, dont la presque reine Christina s'était entichée. De livres plus austères, comme les recueils de lois qui se multipliaient à mesure que l'administration royale se modernisait. Isco fut attiré par un dos qui semblait avoir été consulté plus que d'autres, à en croire la cassure du cuir de la reliure dans sa partie supérieure. « Tu as les mêmes goûts que Lénaeus depuis qu'il est évêque », remarqua Frédéric en découvrant l'ouvrage que feuilletait Isco. Avec l'âge, il s'inquiète toujours plus de la survie de la foi luthérienne dans notre pays. Dieu merci, notre régent, malgré sa méfiance envers le parti des pasteurs, comme il l'appelle, a compris qu'il avait besoin de leur pouvoir et de leur réseau pour asseoir notre monarchie. En toute modestie, je n'y suis pas pour rien. En bon marin, Frédéric avait toujours su naviguer entre deux eaux. Les pasteurs transmettent la parole royale lors de leurs prêches. Ils nous font remonter de précieuses informations sur l'état moral du pays. En échange de quoi, nous renforçons leur rôle. Tout le monde est gagnant. Il s'assit lourdement dans un fauteuil couvert de velours bleu roi, orné de franges dorées. Isco parcourait un texte de loi qui recommandait la peine de mort pour toute forme de magie.
Il en lut un passage à Frédéric. Une telle loi vous protège-t-elle vraiment suffisamment? Frédéric haussa les épaules. Tu as vu toi-même la misère morale des campagnes et des montagnes. La crainte de Dieu ne saurait être trop forte. Il se leva, prit le livre des mains d'Isco et trouva la page qui l'intéressait. La Bible nous dit qu'on ne peut laisser vivre une sorcière. Cette loi date de 1608, elle durcit la précédente. Et il y a bien une raison à cela, tu l'imagines. Notre princesse, Maria Elisabeth, a fait procéder à plusieurs exécutions dans l'Östergötland, des années avant que tu ne visites la Suède pour la première fois. Et je dois dire que la publicité que nous avons donnée à ces mesures a calmé un peu les démons. Depuis une vingtaine d'années, nous avons peu de cas, mais nous devons rester vigilants. Après l'évêque Lénaeus, les démons se terrent, attendent leur heure. Toi qui connais la Laponie mieux que beaucoup, tu ne peux pas dire le contraire. C'est une terre possédée. Isco se garda de lui donner raison en rapportant la scène du chaman. Frédéric afficha un air embêté. Toutes ces histoires nous font du tort. Je sais que ce n'est pas le fait de ton pays. Mazarin suit la même ligne que Richelieu avant lui. Mais les catholiques, ces rats de Habsbourg, mènent une propagande acharnée contre nous. Ils prétendent que nos soldats doivent leur victoire à des sorciers lapons que nous utiliserions dans les rangs de nos armées. Il secoua la tête. Des sorciers lapons dans nos armées, tu imagines ça? Quelle bêtise! Les lapons, nous en avons besoin en Laponie pour transformer le minerai et nous fournir en fourrure, pas pour autre chose. Ces croyances sont la peau dure, admit Isco. On prête à ces chamans la capacité de faire souffler les tempêtes et d'envoyer les boules de feu sur les ennemis. Dieu nous garde, je ne sais pas qui sont nos pires ennemis, grommela Frédéric. La porte de la bibliothèque s'ouvrit. Un domestique en redingote noire et bas blanc annonça la visite de Léna. La fille de Frédéric avait épousé le pasteur Karl Pontanus 3 ans plus tôt. Elle était enceinte, ses traits avaient gagné en sensualité. Isco ne put détacher son regard d'elle alors qu'elle embrassait son père. Pontanus officie comme secrétaire de Monseigneur Lénaeus, dit Frédéric, à qui l'échange de regards entre les deux jeunes gens n'avait pas échappé. Lénaeus a plus de 70 ans. Il sort rarement et se repose presque exclusivement sur mon gendre. Son influence ne cesse de grandir. Les éloges sur son mari paraissaient glisser sur Léna. En grandissant dans les allées du pouvoir avec un père habile et obstiné, elle avait développé une faculté à lire les hommes. Sa façon de regarder les uns et les autres était éloquente. Son regard se portait souvent sur Isco, et quand il s'en écartait, un léger sourire ourlait ses lèvres. Et ce sourire, Isco le sentait, lui était destiné. Il savait aussi d'instinct que Léna lui serait pour toujours interdite. Mais son amitié, même discrète, lui apportait peut-être plus encore. Il y trouvait une chaleur et un réconfort qui le grandissaient. Difficile d'expliquer pourquoi. Un air d'aléa peut-être, une force bienveillante. Anna surgit à son tour dans la grande pièce sans attendre qu'on l'annonce. Fidèle à son tempérament de feu, la bonne amie de Christina survoltait par son sacre prochain, sauta au cou d'Isco. À 18 ans, elle était devenue une jeune femme époustouflante de beauté. Isco eut du mal à cacher son trouble lorsqu'elle l'enlaça, troublée plus encore par ce même sourire que Léna qui ne les quittait pas. « Mon beau catholique est de retour! Vive le purgatoire !» s'exclama Anna en s'écartant. « Oh Léna, par pitié, tu ne le répéteras pas à ton mari. » Elle éclata de rire, jouant du regard avec Isco. « Son Karl est d'une tristesse, si tu savais. » Anna embrassa sa sœur et passa sa main sur son ventre. Elle n'y peut rien, mais elle n'en pense pas moins. Frédéric soupira.
Elle n'en pense peut-être pas moins, mais elle se tient. Et elle, au moins, elle a fait un mariage de raison. Quant à toi, j'ai considéré. Oh, rien du tout, dit-elle sur un ton mutin. Surtout ne pensez pas pour moi, mon cher père. Épouser un pasteur, alors que mon beau catholique est revenu pour m'enlever. Isco la regarda bouger avec son insouciance jouée, laissant glisser son regard sur lui. Il lui sourit, reprit un masque sérieux aussitôt. Anna l'avait vu, elle virevolta plus encore. Frédéric secoua la tête, exaspéré. « Tu as 18 ans, Anna, il est temps. Il est temps que je m'occupe de ma chère princesse qui, comme moi, n'a aucune envie d'épouser un triste sire. Surveille tes paroles, grondera Frédéric. Si tu t'avises de tenir de tels propos devant les mauvaises personnes, je ne donne pas cher de toi. Peut-être, mais Christina pense comme moi. Ses invités catholiques ont bien plus d'esprit que tous ceux qui l'entourent au quotidien. D'ailleurs, elle t'attend, Isco. » Anna continua à virevolter dans la pièce, légère, tournant autour de son père comme pour le narguer. Son sourire éclatait dans la pièce. Elle se planta de nouveau devant Isco et tira le livre qu'il tenait. « Allons bon, des histoires de sorcières. Vous étiez donc en train de parler de moi avant que j'arrive, mon cher père. » Elle éclata de rire. « Ris, ris, mais ces histoires n'ont rien de drôle, dit Frédéric d'un air sombre. Il prit Anna par le poignet alors qu'elle passait devant lui, comme sur un pas de danse. Il maintint sa prise sur Anna tout en regardant Léna. À l'époque où vous êtes nées toutes les deux, les forces du mal étant à l'œuvre, s'il n'y avait pas eu des hommes de la trempe de l'évêque Lénaeus, Dieu sait où nous aurions sombré aujourd'hui. Des femmes forniquaient avec Satan, elles dansaient avec le diable. Ne danse pas n'importe comment devant n'importe qui, Anna, crois-moi. Il en faut plus pour éveiller les soupçons de nos jours. À l'époque, il avait fallu punir, trancher, et pourtant, elle rôde. Lâchez-moi, père, vous me faites mal. On dirait que vous me prêtez des tendances à la sorcellerie pour mes quelques pas de danse. Anna se frotta le poignet. Elle reprit son air mutin. « Vous voyez, dit-elle d'un air plus doux, j'ai bien raison de vouloir m'enfuir en terre catholique pour échapper aux mauvaises ondes de ce pays obscur et austère. Ne crois pas ça. Je sais par Pasquale que ces forces obscures ont frappé partout en même temps dans le monde chrétien à cette époque. Et nous devons nous préparer car elles pullulent, en embuscade, choisissent leur proie, patientes et... Oh, vous me faites peur maintenant, cessez ces histoires. » Anna s'écarta de la cheminée et s'assit près de sa sœur, se levant contre elle. Léna n'avait pas bougé, attentive à Isco. Elle devait sentir son trouble. Frédéric savait des choses, il avait parlé avec Pasquale. Isco en voulut soudain à Frédéric de partager avec son père des secrets que lui-même ignorait. Un silence gênant s'installa dans la pièce. La porte s'ouvrit. Le domestique en redingote noire et bas blanc avança la tête. Un messager vous fait demander auprès d'Andreas Burrus, avec M. d'Etcheverry. Voilà, merci.